Bonjour et bienvenue dans votre magazine de l'innovation. Alors nous restons aux couleurs du CES 2021 pendant toute la durée de l'événement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se focalise en particulier sur les startups. A priori c'est un moment majeur pour elles puisqu'elles vont pouvoir tester leurs promesses technologiques et sociétales. Nous verrons grâce à mon premier invité quelle est l'ambiance du coup dans les coursives du premier incubateur d'Europe. Nous ferons également un arrêt au stand chez l'une d'entre elles qui est présente au CES. Ce sera l'interview Launchpad avec Marwan Elfites de Station F. Ensuite, j'ai préparé un plateau avec de nouveaux sujets qui font le show cette année. On parlera de ville intelligente, de futur du travail, mais également, on n'oubliera pas la cybersécurité. Et puis nous retrouvons notre rendez-vous Game Business avec des annonces là aussi du CES avant de conclure par une innovation française qui pourrait débarquer dans notre quotidien. Demain, un miroir connecté à notre état de santé. Mais tout de suite, place à l'interview Launchpad. Bonjour Marwan Elfites. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes responsable des programmes chez Station F, des programmes start-up. Ouais. Vous avez bien voulu partager dans Smart Tech dorénavant toutes les semaines ce qui fait palpiter ce cœur des start-up. Déjà ce CES, qu'est-ce qu'il représente pour elles et pour vous, incubateurs? Alors déjà en plus ce CES c'est assez spécial, donc on va voir les impacts à la fin de cette semaine, voir l'impact du format digital sur l'activité des participants notamment. Alors pour nous, incubateurs, campus de start-up, ce qui est toujours intéressant avec le CES, c'est le moment de mesurer un peu le pouls du marché. Bon, on voit toujours les grandes tendances qui se dessinent, alors des grands constructeurs, mais aussi en général des start-up qui ont la chance d'y participer. Alors quand on prend les éditions précédentes en termes de volume, on est autour de 1200 start-up qui participent physiquement au CES traditionnel. Cette année, c'est un peu plus dur de voir ça et on va voir du coup si elles vont quand même pouvoir émerger dans la presse. Et est-ce que ça veut dire qu'on s'y prépare plusieurs mois à l'avance? Il y a une effervescence en amont du CES? C'est intéressant parce que alors le CES, effectivement, c'est important pour les startups, mais quand on regarde pour le campus de Station F, pas tant que ça au final. Ouais. Il y a à peu près par an, alors dans un CES normal, une dizaine de startups de Station F qui participent, tout programme confondu. En général, elles privilégient pas mal d'autres événements plus orientés startups, le Web Summit, Slush, Vivatech aussi, ou des événements un peu plus petits mais verticalisés, le Midem, le TV et j'en passe. Pour s'assurer d'avoir une présence plus visible finalement, peut-être, c'est ça Exactement. Alors du coup, le CES quand même reste intéressant pour pas mal d'entre elles. L'année dernière, une dizaine, je le disais, de Station F qui ont participé. Cette année, un peu moins, qui participent en ligne. Oui. Mais effectivement, c'est pertinent pour celles qui veulent enfin s'attaquer au marché américain. Je sais que vous en parliez hier du coup à Catherine Barba. C'est une manière de se confronter à ce marché-là. Et les grandes tendances technologiques, quelles sont les technos chez Station F qui sont mises en avant au moment du CES? Tout, en fait, le CES a pas mal changé. Effectivement, dans l'esprit de beaucoup, c'est très B2C, très hardware. Donc, je pense que ça peut expliquer aussi pourquoi certains entrepreneurs n'y vont pas directement. Mais on voit que les tendances sont de plus en plus larges. Quand on regarde les tendances de l'année dernière, ça paraît 5G, forcément de hardware dans tous les domaines, mais aussi de santé connectée, de plus en plus personnalisée, et aussi du respect de la vie privée. Donc, ça prend un pan assez énorme. On voit pas mal de SaaS aussi. C'est vrai que les questions sociétales sont devenues très très importantes au CES, déjà l'année dernière et encore cette année. Alors, vous avez prononcé le mot sur la vie privée, les données personnelles. Donc, on va s'intéresser à une start-up de Station F qui est vraiment sur ce créneau. Elle s'appelle Bodyguard. Effectivement, alors Bodyguard, ils vont épouser deux tendances qu'on voit assez au CES, la partie santé, bien-être et la partie respect de la vie privée. Bodyguard va tout simplement permettre aux individus, aux familles et aux business de modérer en temps réel les contenus qu'ils vont recevoir, les contenus toxiques ou commentaires toxiques qu'ils vont recevoir en ligne. Donc ça, c'est très important. C'est un enjeu humain, sociétal. Lorsque vous postez quelque chose en ligne sur un réseau social, vous pouvez être assez impacté. Ça va toucher quand même 40% des enfants qui vont être cyberharcelés au moins une fois. Ça concerne quand même 60 suicides sur le continent européen. Donc c'est très important d'un point de vue humain et sociétal. D'un point de vue business aussi, lorsque vous êtes un fournisseur de contenu ou lorsque vous gérez une communauté, vous pouvez être exposé à des contenus toxiques. Alors, comment on se protège avec la techno de ça? Alors du coup, Bodyguard va s'adresser à ces trois cibles, donc individus, familles et entreprises. Pour la partie B2C, à travers une application gratuite, vous allez pouvoir la télécharger sur les stores Android, Apple, et ensuite choisir les contenus que vous souhaitez modérer, donc les plateformes que vous souhaitez modérer, Twitch, Twitter, YouTube et j'en passe. Et ensuite, la technologie Bodyguard va analyser les commentaires en temps réel, j'insiste beaucoup là-dessus, en temps réel, que vous allez recevoir, bloquer les individus,
qui ont des contenus Et c'est toxiques. nous qui agissons sur les paramètres ou c'est Effectivement. quelque chose d'assez général? Effectivement, vous pouvez modérer à tout moment et vous pouvez choisir la plateforme. Et en fonction de la plateforme, une action va être proposée, soit un blocage, soit une invitation à modérer des contenus, des commentaires notamment lorsqu'il s'agit de YouTube. Donc c'est une surcouche de modération par rapport à ce que font les GAFAM. Effectivement. Et pour les entreprises, alors comment... Alors, c'est une Quel plateforme est SaaS. l'intérêt? Ça répond automatiquement à des messages agressifs ou... Pareil, ça vous permet aussi d'avoir une plateforme SaaS et de vous connecter au réseau que vous voulez modérer. Et ensuite, vous allez pouvoir aussi jouer là-dessus. Donc, deux manières d'interagir. C'est via une API, du coup, la partie B2B. C'est un pur modèle en termes de modèle économique que vous allez payer un prix fixe. Et en fonction du nombre de contenus et de requêtes que vous allez analyser, le prix va varier. Mais ça ne peut pas aller jusqu'à supprimer un contenu gênant sur Twitter, par Non. exemple. Ça permet de le bloquer. Oui. Voilà. A posteriori, donc. Et le profil alors des personnes qui sont derrière cette application Bodyguard. Bodyguard, c'est intéressant. Il y a un fondateur de 24 ans qui n'en est pas à son premier coup d'essai, qui en est à sa deuxième entreprise, qui a commencé à coder à l'âge de 12 ans. Et c'est aussi ce qui est super intéressant d'un point de vue dynamique, c'est qu'il y a un an, en janvier 2020, ils étaient 2 dans la startup. Ils sont aujourd'hui 20. Ils vont être 25 d'ici mars. Et en termes de profil, vous allez retrouver des développeurs, des data scientists et des experts du NLP, qui est la techno sur laquelle repose finalement La compréhension de langage naturel, c'est ça? Exactement, qu'on retrouve dans différents domaines et différents champs d'application, sur la traduction. On connaît tous le traducteur Google, par exemple, sur l'analyse de sentiments pour connaître l'appréciation d'individus vis-à-vis d'une marque sur des réseaux sociaux, ou sur, par exemple, la partie caractérisation de texte, qu'on peut le retrouver ici. Donc c'est une boîte d'IA, en fait. Exactement. Qui travaille sur les technologies d'intelligence artificielle. C'est hautement technologique. Et c'est une boîte qui se retrouve d'ailleurs aussi, j'ai oublié de le préciser, entre Paris et Nice. Donc, ils participent du coup à Station F via le programme BNP, qui est le programme FinTech et InsurTech. Ils ont notamment construit avec BNP une offre d'assurance contre le cyberharcèlement pour protéger les enfants à destination des familles. Donc c'est l'un des enjeux et ils sont présents à Nice. Alors un cas, un exemple d'usage dont on a un petit peu parlé? Deux cas, on va prendre des usages B2C ou d'individus, notamment des influenceurs, des journalistes, des hommes politiques qui vont utiliser la solution sur les réseaux sociaux pour aussi se protéger et pouvoir avoir un débat sain en ligne. Il y a quand même près de 50 000 utilisateurs qui l'utilisent de cette manière gratuite. D'accord. Et des cas un peu plus B2B, notamment des partenaires avec le Média Brut. Une interview assez célèbre en décembre avec le président Macron qui a du coup été modérée via la solution Bodyguard, de près de 100 000 commentaires. C'est-à-dire que là, concrètement, pour qu'on comprenne, c'est Brut qui a confié la modération à Bodyguard. Et donc les contenus toxiques n'apparaissaient pas dans le fil des discussions, étaient automatiquement supprimés. D'accord, c'était mis dans un bac à sable, analysé par le logiciel. Exactement. Et ensuite supprimé ou diffusé. Exactement. Et ça, le résultat était concluant? Ah oui, du coup, ça permet d'avoir un débat assez sain sur la plateforme. Ouais. Bon, on fera un point sans doute la semaine prochaine sur ce CES, ce qu'il a de différent par rapport à un CES normal. Là, on n'a plus beaucoup de temps. Et puis, de toute façon, il n'est pas encore terminé. Donc, c'est un petit peu tôt pour faire une conclusion. Merci beaucoup, Marwan Elfitet, responsable des programmes Startup chez Station F. On vous retrouve donc la semaine prochaine. À suivre, nous, je vous ai dit, un plateau consacré aux technologies de la ville du futur du travail et de la cybersécurité. Alors dans cette séquence, nous allons découvrir des nouvelles solutions pour la ville, le bâtiment intelligent et aussi l'évolution du travail. Nous aborderons également le sujet de la cybersécurité, comment faire autrement. Enfin, il faut savoir quand même qu'il se cache ce sujet dans les sous-thématiques du CES, lui préférant un avenir sans doute plus radieux. Ou au pire, on ose parler de résilience. Jérôme Billois, vous êtes expert en cybersécurité, gestion des risques numériques chez Wavestone. Est-ce que j'exagère si je dis que la cyber n'a pas su se faire une place au CES, alors que pourtant, il y a des technologies innovantes dans la cybersécurité? Clairement, non, c'est pas du tout une exagération et c'est même quelque part une vraie déception. On avait eu une petite amélioration sur ce sujet-là l'année dernière et là, ça retombe. Il y a eu très peu d'annonces sur le volet de la cybersécurité, un petit peu chez Intel, un petit peu chez des constructeurs de matériel pour les voitures connectées et autonomes. Mais c'est vraiment le problème qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, la cybersécurité est à côté du monde de la tech. On a l'impression que c'est quelque chose pour les spécialistes, de très fermé, alors qu'en fait, non, il faut que la cybersécurité, elle infuse tout le numérique.
comme ça a pu être fait dans l'automobile, où finalement aujourd'hui on n'achèterait pas une voiture sans regarder si elle a des ceintures de sécurité ou des airbags. On devrait regarder quand on achète un téléphone ou quand on utilise des nouvelles applications, quelles sont les mesures de sécurité embarquées pour éviter d'avoir des accidents numériques. Voilà, donc nous, on ne passera pas à côté, on n'oubliera pas la sécurité dans Smartech. Également au plateau, Emmanuel François, cofondateur et président de la Smart Building Alliance pour Smart Cities, qui est une association dont l'objectif est de promouvoir le concept du bâtiment intelligent dans la ville durable, de manière transverse à toutes les filières. Et également avec nous en visio, Atman Kendira, fondateur et PDG de Ubiki, qui lance une solution de management visuel, qui s'appelle Ubiki Office, et qui permet à tout collaborateur de suivre l'évolution en temps réel d'un projet sur différents supports interactifs. Vous nous la présenterez tout à l'heure. Alors Emmanuel François, on va parler de cette ville du futur. Il y a en ce moment même un événement qui s'appelle le Village francophone et qui est rattaché au CES de Las Vegas, j'allais dire. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a des villes du monde entier là, qui sont en train de se retrouver pour discuter de cette troisième révolution de la ville, la troisième révolution urbaine. Qu'est-ce qu'on appelle la troisième révolution urbaine ? En fait, la troisième révolution urbaine, elle est là pour répondre au changement d'usage. Au changement d'usage lié au numérique. On voit bien, aujourd'hui, on ne travaille plus comme avant. Mais on ne soigne plus comme avant. On ne commerce plus comme avant. On n'enseigne plus comme avant. Toutes les activités humaines sont en train de changer. Et donc aujourd'hui... Et ça doit changer la ville, ça ? Ben forcément, parce qu'en fait, regardez, aujourd'hui, nos villes, elles se sont développées sur les 100 dernières années, de manière inconsidérée. Avec des ghettos où on travaille, des ghettos où on enseigne, des ghettos où on commerce. Et aujourd'hui, la conséquence, c'est qu'en fait, on passe 2 heures dans les transports, on n'a plus le temps de se consacrer à l'autre, et quelque part, on ne vit plus. Donc aujourd'hui, il faut utiliser le numérique comme opportunité pour se recentrer, pour avoir plus de temps, c'est ce que je parle, c'est ce que je disais hier, pour une société hybride. Et hybride, c'est possible parce que... Hybride entre quoi et quoi ? Hybride, c'est-à-dire qu'on ne va pas être uniquement qu'en local. On sera local et aussi mondial. C'est la force du numérique. Et aujourd'hui, les villes doivent se repenser complètement pour apporter ces solutions. C'est-à-dire, en fait, dans un rayon de 400 mètres ou 4 km, suivant la taille des villes, on puisse avoir toutes les activités. Mais bien entendu, si je veux aller à Las Vegas au CES, je peux y aller. Ou si je veux correspondre avec quelqu'un aux États-Unis ou en Chine, je peux le faire. Vous voyez, ou si je veux suivre un cours à distance, je peux le faire. C'est-à-dire qu'on a, donc par des exemple... villes interconnectées. Interconnectées. Je prends un exemple très concret. Ça va pas mettre des aéroports dans toutes les villes. Par exemple, mais si je prends un exemple très concret, par exemple, l'enseignement, c'est fondamental, mais on peut parler de la culture aussi. Eh bien, aujourd'hui, l'enseignement, on voit bien que les universités vident les campagnes, parce qu'en fait... il n'y a pas d'université en ruralité. Eh bien, on peut très bien avoir des campus numériques où les habitants de la ruralité viennent et ne sont pas obligés d'aller dans des métropoles. Hier, j'étais avec Denis Thuriot, le maire de Nevers, c'est exactement ce qu'il fait. Il a bâti un campus numérique et ça lui permet de drainer les forces vives et les jeunesses autour de Nevers et d'éviter que tous ces jeunes s'en aillent de la campagne, de la ville, pour aller à Paris et ne jamais revenir. Vous voyez, donc c'est une question de réseau. Là, on va avoir besoin... Voilà, mais alors après, la technologie, elle est là. Et c'est ce qu'on voit au CES. Aujourd'hui, il faut parler hardware et software. Hardware, aujourd'hui, on peut faire beaucoup plus sur des petits composants. Il y a 3 ans déjà, je me souviens, j'étais chez NXP et le directeur général me présente un composant et il me dit ça fait le edge computing. Alors, excusez-moi, c'est un peu technique, mais ça permet de stocker beaucoup plus d'informations locales. Et ces informations locales permettent d'avoir des données en local et de bâtir et de mettre de l'intelligence artificielle en local, de faire des calculs en local, et donc de ne plus avoir nécessairement requérir du cloud, c'est-à-dire des calculs qui sont dans le nuage, entre guillemets. Alors, on va pas rentrer dans le détail. On ne va pas faire toute la conférence avec vous. Non. On va donner la parole aussi à Atman Kendira, fondateur et PDG de... Alors, je disais Ubiki, en fait, c'est une clé. Bonjour, vous nous entendez bien ? Oui, je vous entends très bien. Alors, il y en a certains qui boudent ce CES Hall Digital. Vous êtes plutôt très enthousiaste, je crois. Oui, alors nous, on a une expérience. On est déjà allé physiquement à Las Vegas pour présenter un de nos outils de travail collaboratif en présentiel.
Et là, ça tombe bien, puisque tout le monde est confiné pratiquement et doit travailler à distance et très peu voyager. Nous, on présente maintenant un nouvel outil web à travers cette conférence, donc un outil de travail à distance pour gérer les projets en visual management qui s'appelle UbiWeb. Et oui, on participe aujourd'hui au CES de façon déportée, digitalisée depuis hier. Vous dites UbiWeb, moi j'avais noté que c'était UbiK Office, alors votre outil. Alors, UbiK Office, c'est notre solution qu'on a développée depuis 5 ans pour les grands tableaux interactifs et notamment pour travailler en présentiel au sein de l'entreprise. Donc voilà. Et alors là, qu'est-ce que vous présentez avec UbiWeb? UbiWeb, c'est la version distancielle, c'est-à-dire le fait de travailler à la maison, comme on est tous depuis un moment, et de pouvoir aussi bien gérer ses projets depuis la créativité jusqu'à la résolution de problèmes, en utilisant le visual management, parce qu'aujourd'hui, le visual management, c'est un outil très utilisé au sein des entreprises pour confédérer les équipes et suivre un projet de A à Z. Et à travers UbiWeb et UbiK Office, on peut le suivre en présentiel au sein de l'entreprise ou à distance chez soi ou avec des collaborateurs à l'étranger si on dispose d'un grand groupe international. Voilà. D'accord. Et là, vous, alors l'objectif avec ce CES All Digital, c'est de faire des démonstrations, puisque justement, ça s'y prête parfaitement. Voilà, exactement, ça s'y prête parfaitement. On a une plateforme web qui nous permet, avec les visiteurs sur notre site virtuel, notre exposant virtuel, de pouvoir montrer notre solution de visual management à distance. Donc on met à disposition ce site et on fait des démonstrations aux Américains, aux personnes du continent asiatique, aux Africains, à travers cette solution UbiWeb. Ok, alors on y reviendra. On va revenir aussi à Jérôme Billois et cette cybersécurité qui s'appelle plutôt résilience sur le CES. Alors je me disais, tiens, est-ce qu'il y a des technos résilientes? Alors, la technologie en tant que telle, oui, elle peut être résiliente. Souvent, ça revient à la dupliquer, à se dire, si je mets des serveurs peut-être à Paris, mettons-en aussi à Marseille, comme ça, s'il y a un gros problème à Paris, je pourrais équilibrer. Donc ça, c'est l'approche historique de la résilience informatique. Maintenant, l'idée, c'est d'aller encore plus loin et d'avoir une résilience qui intègre aussi les métiers, qui soient capables de travailler, même s'ils n'ont plus d'informatique. Et ça, c'est quelque chose, quelque part, qui avait été un peu oublié. Ça existait dans les années 90-2000. On réfléchissait à ça. Et puis, l'informatique est devenue quelque chose d'inarrêtable dans l'esprit de tout le monde. Malheureusement, les incidents des années précédentes l'ont bien montré. Et ça s'est encore accéléré sur 2020. À un moment, malgré cette duplication des systèmes, malgré certains mécanismes de sécurité, ça peut s'arrêter. Et donc, dans une réflexion de résilience, il faut aussi réfléchir à comment on travaille sans informatique. Et en gros, il faut y réfléchir pour une durée entre 2 et 3 semaines. Si on analyse tous les incidents majeurs qu'on a traités l'année dernière, nous, en France, le délai moyen de gestion d'une crise cyber, pendant laquelle on a une informatique qui n'est plus là ou qui est extrêmement dysfonctionnelle, eh bien, on est sur un délai moyen de 3 semaines. Et ça fait partie donc du wording qu'on va utiliser beaucoup en 2021, selon vous, ou des tendances, travailler sur la résilience, la cybersécurité et la résilience? Oui, clairement, la cyber-résilience était déjà un thème très fort en 2020 et sera un des thèmes majeurs en 2021. En tout cas, c'est clairement, on l'a identifié, nous, en tant que tel, comme ça, parce qu'il y a ce besoin, on a construit depuis des années des systèmes numériques, souvent en oubliant la cybersécurité, voilà. Mais encore pire, les fournisseurs de solutions, souvent eux-mêmes ne l'ont pas intégré. Je faisais l'analogie avec la voiture tout à l'heure, c'est clairement aujourd'hui, quand on va acheter un logiciel ou quand on va acheter du matériel, eh bien, la cybersécurité n'a pas été intégrée à la conception. Et donc, il faut le rajouter après. Alors moi, ça, je l'entends régulièrement. Alors, je comprends bien qu'il puisse y avoir des petits objets connectés produits rapidement sans qu'il y ait de cybersécurité dedans. Mais qu'on nous vende des logiciels qui ne soient pas sécurisés, alors qui, lesquels, comment, pourquoi? Malheureusement, presque tous. Et en fait, on a un vrai problème aujourd'hui d'absence de responsabilité des éditeurs et des constructeurs dans cette logique-là. Reprenons la voiture, il y a un problème sur l'airbag, eh bien, il y a un rappel. Vous allez au garage, on vous change gratuitement le module d'airbag qui est déficient.
Là, on a certains éditeurs qui ne vont même pas donner des correctifs de sécurité alors que des failles ont été trouvées dans leur système. On parle de tout petits éditeurs alors. Alors, la situation s'est clairement améliorée. C'est ce que, il y a des années, Microsoft était vraiment en difficulté là-dessus. Oui. Microsoft a fait une mue impressionnante et aujourd'hui est quand même en avance sur un certain nombre de sujets de sécurité. Évidemment, tout n'est pas parfait, mais ils ont clairement changé de posture. Par contre, alors c'est un On dit acteur même que majeur. parfois on n'a plus besoin d'installer des logiciels dédiés à la sécurité tellement les OS sont bien sécurisés. Oui, alors oui et non, parce que c'est toujours pareil, le socle, effectivement, s'est amélioré petit à petit. Par contre, on met beaucoup de choses sur ce socle. Ouais. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'on interconnecte beaucoup de choses. Et c'est aussi dans ces interconnexions qu'on a aujourd'hui des limitations de la sécurité, en particulier pour savoir avec qui on cause. Le principe de l'authentification, est-ce que la personne avec qui je vais échanger, c'est bien la bonne personne? Et puis la confidentialité des échanges, où souvent il y a encore pas mal de choses à faire. Emmanuel François, revenons à cette ville de demain, cette troisième révolution. Donc hier, c'était la journée inaugurale des Tech for Cities et vous interveniez sur le sujet des super tendances. Alors, est-ce que vous pouvez nous résumer quelles sont ces super tendances des fois qu'on n'ait pas suivi votre conférence? Ok. Alors tout d'abord, je réponds à Jérôme. Effectivement, 100% d'accord. La cybersécurité est majeure et c'est l'enjeu de cette année. L'ASBA en a pris, l'ASBA, la Smart Building Alliance, s'attelle à cette problématique. On a créé une commission cybersécurité qui se veut nationale et même internationale, parce que c'est un sujet global. Et dans cette commission, il y a notamment le lieutenant-colonel Fraissinet qui est en charge de la cybersécurité au niveau national. Absolument. Voilà, donc l'objectif, c'est vraiment, on n'arrivera pas vers cette troisième révolution industrielle, industrielle et surtout urbaine, si effectivement on n'a pas géré cette cybersécurité et s'il n'y a pas une confiance du citoyen, à la fois dans la cybersécurité et dans la sécurité des données. Alors ensuite, les trois tendances hier que j'ai expliquées, j'ai pris premièrement une tendance pour montrer qu'en fait, face aux défis actuels, il faut changer de paradigme et des changements majeurs. Et donc j'ai pris comme exemple pour heurter les esprits qu'il faut passer progressivement à une électricité plus verte. Parce que la ville de demain, elle est électrique. Et on ne peut pas effectivement imaginer que cette électricité, elle est carbonée. Et donc je parle de passer du courant alternatif au courant continu. Le courant continu, c'est celui des énergies renouvelables, c'est celui des véhicules électriques. Et donc, ça veut dire que demain, dans chaque maison, dans chaque bâtiment, vous aurez deux réseaux. Un réseau alternatif, celui qu'on a aujourd'hui, et un réseau qui sera continu, celui qui vient du stockage énergétique, celui qui vient des panneaux photovoltaïques. Et ça, c'est une révolution majeure qui, derrière, va permettre de supprimer vos transformateurs, avec donc une réduction de l'empreinte carbone de tous les équipements que j'estime à peu près à 15%. Ensuite, et pour accompagner donc la Deuxième mobilité, super tendance. Deuxième super tendance, c'est effectivement le edge computing, Oui. ou l'hybridation de la gestion de la donnée. C'est-à-dire qu'hier, on était en cloud, dans le nuage, ça consomme beaucoup d'énergie, il y a des risques cyber, c'est de passer également en edge. Edge, ça veut dire que les données sont locales et c'est beaucoup plus compliqué d'aller les hacker. Et c'est beaucoup plus frugal. Ensuite, c'est l'intelligence artificielle embarquée, c'est-à-dire de pouvoir avoir de l'intelligence artificielle dans tous les équipements, à tous les niveaux de l'échelle de valeur. Et donc ça, si vous voulez, c'est les trois tendances majeures qui vont permettre, pour moi, d'opérer ces transitions de manière frugale, en répondant à cette grande tendance que j'appelle hybridité ou hybridation. Vous êtes d'accord avec ça? L'edge computing, c'est plus compliqué à pirater? Alors, je ne dirais pas que c'est plus compliqué à pirater, parce que les mécanismes de protection vont être sensiblement les mêmes. Ce qu'apporte le edge computing, c'est qu'en fait, il n'y a pas de concentration de l'information. C'est-à-dire que si à un moment on a un piratage, ce n'est pas une base de données gigantesque qui peut être touchée, ça peut être juste une base de données locale. Voilà, donc ça peut apporter ça limite un peu cet avantage-là. Voilà, ça peut limiter les impacts.
Atman Kendira, on revient sur votre salon et votre présentation donc, d'une solution de travail plus collaboratif et distanciel. Comment vous voyez évoluer? Parce qu'on dit finalement ce télétravail qui est en train de s'installer dans la société du fait de la crise sanitaire, c'est une tendance de fond, il y a une vraie évolution importante de la manière dont on travaille. Est-ce que vous constatez cela et comment vous voyez 2021 se profiler? Alors, nous, on l'imagine plutôt hybride, c'est-à-dire que on va rester à distance pour travailler avec les collaborateurs à domicile ou dans des lieux de travail de type coworking, et une présentielle parce que le présentiel apporte beaucoup de choses. On a beaucoup aujourd'hui de salariés qui se disent très impactés par cette notion de distanciel, de travail collaboratif à distance, et donc ils ont besoin d'un retour physique au sein de l'entreprise. Et donc nous, on le voit comme ça, c'est pour ça que notre solution est aussi bien performante en lieu, in space, dans l'entreprise qu'à distance. Et on a besoin de supports interactifs spécifiques pour utiliser votre solution parce qu'on voit de grands écrans là s'afficher. Oui, alors on l'a pensé comme étant un outil très interactif où l'expérience utilisateur est augmentée. Donc on l'utilise de manière très facile, naturelle, avec des écrans interactifs. C'est plus naturel d'utiliser ses mains que d'utiliser un clavier et une souris pour gérer des espaces de visualisation de type management visuel en ligne, en agile. Et donc cette manière-là est beaucoup plus simple avec des écrans interactifs. Mais à domicile, on ne dispose pas de ces écrans interactifs, ou très peu. Et donc, du coup, on peut utiliser effectivement une interface web avec UbiWeb pour collaborer de façon synchrone en temps réel, par exemple avec des équipes qui se trouvent au sein de l'entreprise et d'autres collaborateurs qui se trouvent à domicile. C'est aussi cette tendance-là qu'on voit arriver, des équipes qui sont vraiment coupées en deux pour travailler ensemble, ou de façon totalement distant à travers l'interface web, également à travers un clavier et une souris, comme on l'utilise naturellement depuis un moment. Alors, je disais que ce CES, c'est l'occasion de tester aussi des idées, de tester le marché, de voir si on trouve pas seulement des sponsors, d'ailleurs aussi des personnes qui peuvent venir apporter leur propre savoir-faire et leur technologie. Atman Kendira, est-ce que vous avez des premiers retours, vous, sur ce que vous avez démontré là au CES Hall Digital ? Alors, la première journée, c'est toujours un peu timide. C'est essentiellement les 2 prochaines journées qui vont être pour nous un peu plus importants. Surtout qu'avec ce CES digital, on a un peu moins de visites que les CES traditionnels qu'on avait auparavant. Mais nous, notre objectif, c'est aussi de confronter notre vision française, européenne du management visuel digital aussi à l'international, notamment avec les Américains et les Asiatiques. Et donc, les premiers retours qu'on a eu très tard hier soir, parce que nous, calés sur le fuseau horaire européen avec les Américains calés sur le fuseau horaire américain, hier très tard soir, on a eu beaucoup de retours sur des utilisateurs potentiels américains qui étaient intéressés par notre solution et qui voulaient qu'on leur fasse des démonstrations. Donc, c'est ce qu'on va réaliser aujourd'hui et dans les jours qui vont venir, parce que le CES va aussi durer 30 jours, puisque la plateforme digitale va rester ouverte pendant 30 jours. Oui, c'est vrai que c'est un peu particulier cette année. Revenons à la cybersécurité, parce qu'on est pratiquement à la fin déjà de notre temps imparti. Prédiction 2021. On se projette sur la nouvelle année en matière de cyber. Bon, personne ne peut annoncer que ça va se calmer au niveau des attaques. Est-ce qu'il y a des choses qui vont quand même changer ? Oui, alors je pense qu'il y a peut-être déjà une prédiction à très court terme et un message peut-être d'alerte à avoir par rapport au Covid-19. Vous savez, on rentre dans la phase de vaccination et on voit dans les pays qui sont déjà avancés des campagnes de fraude qui visent le grand public, d'envoi de SMS ou d'envoi d'email pour prendre des rendez-vous, pour avoir des vaccinations en avance, etc., pour lesquelles, bien évidemment, il faut donner son nom, son prénom, son adresse, tous ces détails, et puis des fois aussi son numéro de carte bleue. Ça va être des fraudes. Et donc, il va falloir être extrêmement précautionneux sur tout ce qu'on va recevoir sur son téléphone, dans sa boîte mail. Donc ça, c'est très perturbant parce qu'en fait, les cybercriminels utilisent l'actualité. Et donc, il faut savoir faire le tri. Oui. Voilà, ils l'utilisent toujours. On l'a vu l'année dernière,
quasiment à la même période, ils proposaient des masques, du gel, etc. Là, maintenant, on sait qu'ils vont proposer des vaccins. Donc voilà, c'est vraiment une alerte que je lance ce matin. Attention, pour tout un chacun, pour le grand public. D'accord. Après, si on regarde le monde de l'entreprise, il y a une tendance lourde qui est celle des ransomware. Donc, c'est un mot valise, hein, c'est des rançongiciels, donc des logiciels de rançon. C'est finalement des groupes qui aujourd'hui sont structurés, qui attaquent des entreprises de manière assez opportuniste et qui vont réussir à rentrer. Et puis ensuite, qui vont bloquer tout le système. Et ensuite, évidemment, demander une rançon. Voire diffuser quelques informations pour mettre une pression supplémentaire. Exactement. Et ça, c'était la nouveauté de 2019. Et malheureusement, ce n'est pas prêt de s'arrêter. Quand on regarde les chiffres, aujourd'hui, la rentabilité de ces actions d'attaque, elle est énorme. On est sur du 500% de rentabilité. Ouais. Un groupe comme Ryuk a gagné plus de 150 millions de dollars en faisant ce type d'attaque. Donc, ils sont en train de vraiment structurer un écosystème. Ils sont en train d'avoir des moyens très importants pour rentrer dans les entreprises. Donc, vraiment, ça, je pense que ça va être la menace numéro 1. Pour la contrer... Est-ce que les entreprises sont toutes bien protégées? Alors, voilà, pour la contrer, en fait, c'est souvent les gestes simples qu'il faut appliquer. Les gestes simples, c'est quoi? C'est avoir des sauvegardes, et des sauvegardes qui soient déconnectées du réseau, parce qu'aujourd'hui, ces groupes de cybercriminels, eh bien, ils sont capables d'aller chiffrer aussi les sauvegardes si elles restent branchées sur le réseau. Appliquer les correctifs de sécurité de tous les éditeurs dont on parlait tout à l'heure, quand ils les envoient, et également être très attentif avec les systèmes d'accès distant, les sites web ou les emails, parce que c'est par là qu'ils rentrent. Donc, si on est attentif sur ces 3 sujets-là, si on se place au-dessus de la moyenne, et finalement, eh ben, en tant qu'entreprise, on va vraiment réduire le risque. On a déjà fait un pas. C'est faisable, c'est jouable, et il faut s'y concentrer. Ça demande de la rigueur, ça demande de l'énergie, ça demande de l'attention. C'est pas le sujet le plus fun de l'année, on est d'accord, mais c'est quand même un sujet essentiel. Et ça demande du budget. Oui, c'est un sujet essentiel pour la survie de son entreprise. On termine sur la ville et le bâtiment intelligent de demain. Vous avez aussi, la SBA a publié un livre blanc. Je voulais simplement que vous puissiez nous donner quelques idées des grandes solutions pour les territoires de demain qu'on retrouve dans ce livre blanc. Les principales innovations technologiques, c'est quoi? C'est de l'intelligence artificielle, de la blockchain? Effectivement, on met en avant ces usages et on met en avant ces innovations technologiques comme l'intelligence artificielle, comme la blockchain, qui permet notamment d'avoir des monnaies locales, de mieux tracer les monnaies locales qui sont décorrélées. J'insiste, des monnaies réelles. Ce n'est pas le bitcoin, non spéculative. Pour aller chercher les externalités positives. C'est également la 3D, donc ce qu'on appelle le BIM, c'est-à-dire la représentation 3D des bâtiments et la représentation 3D des territoires, le CIM, City Information Modeling. Et tout ça converge et permet donc justement d'avoir une meilleure vision des bâtiments, une meilleure vision des territoires, de faire du préventif, du prédictif, de mutualiser. Et donc, forcément, si on mutualise, ça permet effectivement de réduire l'empreinte carbone, d'être beaucoup plus frugal, de permettre de réduire et aussi d'avoir plus d'accès à des services pour un plus grand nombre. Est-ce que cette vision que vous avez, vous la confrontez là en ce moment avec des acteurs internationaux? Parce que je sais qu'il y avait des villes du monde entier qui participaient à cette conférence Tech for Cities. Est-ce que vous avez l'impression que tout le monde avance sur la même ligne? Il y a une seule et même ligne, un avenir commun des villes du futur? Non, parce que si vous voulez, on a trop tendance à regarder le monde de demain avec les lunettes d'aujourd'hui. Et ça ne marche pas. Bon, alors ce sera votre mot de la fin. Merci beaucoup. C'est passé très vite. Merci Atman Kendira, fondateur et PDG de Ubiquet, Jérôme Billois, expert en cybersécurité et gestion des risques numériques chez Wavestone, et Emmanuel Lefrançois, cofondateur et président de la Smart Building Alliance for Smart Cities. Nous, juste après la pause, on va voir ce qui s'est passé du côté du jeu vidéo. Nous sommes de retour sur le plateau de Smart Tech pour notre rendez-vous Game Business avec Guillaume Monteux, président de Gatsby, spécialiste de l'in-game advertising. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. Alors je vous propose d'abord de répondre à la dernière question que je vous avais posée la semaine dernière et à laquelle vous n'avez pas eu le temps de répondre, j'en suis désolée. Et puis ensuite on fera un premier bilan gaming de ce CES. Volontiers. Je vous remercie de revenir sur la question de la semaine dernière parce que vous m'aviez posé une très bonne question. Pourquoi Vivendi
avait passé autant d'énergie pour acheter Gameloft et pourquoi Ubisoft avait aussi passé une énergie folle pour acheter Ketchup juste après s'être fait déposséder de Gameloft. Alors, au-delà du catalogue des jeux de ces sociétés mobiles, Gameloft et Ketchup, des franchises, des partenariats et de la monétisation classique des jeux mobiles, en fait, les jeux mobiles, c'est une audience exceptionnellement grande. Et qui dit audience, dit publicité. Et en fait, Vivendi et Ubisoft vont pouvoir proposer aux marques d'atteindre une population de gamers qui est très difficile à atteindre par ailleurs. Cette population regarde peu la télévision et protège ses données personnelles sur le web, ce qui n'est pas du tout le cas dans les jeux. Donc une population qui a tendance à fortement augmenter, qui partage ses données personnelles, donc qui est très qualifiée. C'est donc une population qui va te coûter de plus en plus cher aux annonceurs, et donc un excellent investissement à la fois pour Vivendi et pour Ubisoft. Donc un Gameloft au top, et maintenant un Ketchup qui devient un des acteurs majeurs du casual gaming. Bon, ils sont forts ces Free Gameloft en fait. Ils sont forts, ils ont de la vista, ils ont bien su s'entourer, ils ont bien su former des généraux à la fois chez Ketchup et à la fois chez Gameloft. Non, franchement, ils sont forts. Mais c'est pas le seul studio. On reparlera de Big Ben, de Focus et de notre pépite dans l'hyper casual qui est Vodou. Alors ça, ce sera quand on aura fini de parler du CES. Absolument. Donc si vous voulez bien, on va enchaîner avec ce qui se passe en ce moment au Computer Electronic Show en matière de gaming. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet ? Alors, sur le CES, franchement, Delphine, on ne peut pas dire grand-chose. Il y a une catégorie gaming dans le CES, mais c'est déjà mieux que la cybersécurité. Ah bon, bah, très bien. Mais les éditeurs de jeux ne sont pas présents, et quand Microsoft et Sony s'expriment, très honnêtement, ils disent pas grand-chose sur le gaming. Bon, vous avez quand même repéré des annonces qui concernent le secteur. Oui, alors, au CES, il y a eu des constructeurs comme LG ou AMD qui sont exprimés dans le domaine du gaming. Il y a quelques sociétés dans le domaine de l'e-sport, dans le logiciel qui s'expriment aussi. Et puis, il y a un peu de réalité virtuelle, notamment dans les domaines médicaux, gaming et un peu transport. Voilà. Bon, intéressons-nous aux constructeurs. Alors, le constructeur, on a parlé de jeux mobiles en introduction de cette chronique. Je vais vous proposer une innovation par LG. On connaissait les téléphones pliables. Je vais vous présenter les téléphones escamotables. Ces téléphones qui, quand vous appuyez sur un petit bouton, grandissent. Vous voyez, passent d'une taille à une autre. Je ne sais pas si on va pouvoir lancer la vidéo. Oui. C'est très parlant. Vous voyez, hop. D'un seul coup, on peut le rétrécir. Donc, il est petit dans votre poche et il est grand lorsque vous jouez. Et le gaming est une des cibles, si vous voulez, de ce téléphone. On ne connaît pas encore le prix, on ne sait pas exactement quand est-ce que ça va sortir, mais typiquement, c'est le genre de choses que vous pourriez posséder, Delphine ? Pourquoi pas ? Moi, j'ai toujours rêvé de tester ces écrans enroulables. Bon, alors voilà, très bien. Ils ont déjà trouvé un client. LG a annoncé aussi des téléviseurs gaming, puisque incurvés, mais là, ils ont la particularité de passer de plat à incurvé aussi quand vous appuyez sur un bouton. Plat à incurvé à plat. Bon, moi, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Non, ça vous amuse pas. À part si vous habitez dans un donjon ou si vous habitez dans un phare et que vous vouliez que votre télé épouse parfaitement les murs. Bon, moi, les murs chez moi sont plutôt droits. Donc, bon, là aussi, on verra bien. Mais plus sérieusement, les LG a fait quand même une vraie annonce dans le domaine du gaming, puisqu'ils ont annoncé que Stadia et Nvidia GeForce Now, qui sont deux applications de cloud gaming dont on a déjà parlé ici, seront installées de facto sur tous les nouveaux téléviseurs et sur le WebOS version 6. Voilà. Alors, on va parler très rapidement de Sony, parce que Sony, là aussi, sur alors, le gaming... Jim Ryan, côté Sony, nous a rappelé que le lancement de la PS5 était le lancement le plus formidable de toutes les consoles depuis que les consoles existent, sans nous donner le moindre chiffre. Donc j'imagine qu'on va attendre le 3 février prochain, date de sortie des résultats financiers de Sony pour en savoir un peu plus. Il a fait 3 annonces. Il a annoncé des sorties d'un certain nombre de jeux. Alors on a vu qu'il y avait certains jeux qui étaient repoussés au calendrier grec. On a aussi vu des jeux dont on n'entend plus du tout parler, typiquement comme Gran Turismo 7. Deuxième des annonces, il a annoncé que tous les studios Sony de développement seraient regroupés autour de la marque PS Studio, ce qui est une bonne chose pour la lisibilité et encore qui va dans la stratégie marketing et communication dont on a aussi déjà parlé de Sony. Et puis enfin, ils ont lancé le label PS5 Ready sur toute leur télévision. Sony croit encore énormément à la télévision en 2021 et typiquement, ils pensent que nous allons regarder en 2021 20% de temps en plus que ce que nous avons regardé en 2020. Voilà.
Oui, bon, après Regarder la télé, moi, voilà. tout dépend ce qu'on appelle la télé. Bon, parce que le concept est un peu flou Sur la aujourd'hui. télé, c'est vrai. Alors, vous avez noté aussi quelque chose du côté des fabricants de microprocesseurs et de cartes graphiques. Oui, alors il y a eu 2 keynotes intéressantes hier soir à 17 et 18 heures respectivement, de AMD et de Nvidia. Alors AMD, par le truchement de Lisa Su, le PDG d'AMD, nous a annoncé 2 choses. Un, que les microprocesseurs et les processeurs graphiques d'AMD étaient les meilleurs du monde. Bon, très bien. Et elle nous a aussi rappelé que ces processeurs et ces cartes graphiques étaient les fournisseurs exclusifs à la fois de la Xbox et à la fois de la PS5. Ce qu'on savait déjà et ce qui explique aussi les performances quasi similaires, si vous voulez, de ces 2 consoles. Mais moi, ça m'a rappelé une espèce de polémique qu'il y avait eu sur les réseaux sociaux en décembre, qui disait que s'il y avait eu très peu de Xbox Series X et très peu de PS5, c'était parce qu'AMD ne pouvait pas suivre. Donc faire les meilleurs processeurs du monde, c'est bien, si c'est vrai, si cette rumeur est vraie. Parce que, voilà. Bon. Mais savoir les produire en masse, c'est aussi bien. Voilà. Nvidia nous a dit 2 choses. Un, qu'ils avaient 6 millions d'abonnés à leur système à leur service de cloud gaming. Moi, ça me paraît énorme. Enfin, je m'attendais vraiment à un chiffre qui était inférieur. Bon, en vrai, ce chiffre aussi, il n'est pas 6 millions d'abonnés, c'est pas non plus, voilà. Et puis, ils nous ont annoncé une nouvelle série de cartes graphiques, les RTX 3060, 3070 et 3080, et a fait un petit tacle à AMD en disant que le plus petit de ces nouvelles cartes graphiques était déjà 1,5 fois plus puissante que leurs concurrents d'AMD qui se retrouvaient sur nos PlayStation. Moi, je réponds, certes, mais leurs cartes graphiques, elles valent unitairement 1 000 $, alors qu'une console de nouvelle génération, ça vaut 500 $ et ça contient bien plus d'autres choses qu'une carte graphique. Voilà, Delphine, un peu les annonces qui ont été faites au CES concernant le gaming. Merci beaucoup, Guillaume Monteux, pour ce récapitulatif fort complet et même un peu rigolo de temps en temps. Alors, à suivre, la découverte d'un miroir qui reflète notre état de santé, c'est l'innovation par Cécilia Sévry. Tous les jours, Cécilia Sévry nous présente des innovations de demain et cette semaine, elles sont présentes au CES. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Alors, ce dont vous allez nous parler a été récompensé par le prix de l'innovation CES 2021. Oui, c'est un miroir connecté. Il s'appelle Temis et vous allez le voir sur les images. Ce miroir, il ressemble un petit peu à un miroir de barbier, mais en réalité, il va donner accès au grand public à des technologies dans le domaine du bien-être et de la santé. C'est la société française Barracoda qui est habituée au CES dans le domaine de la e-santé qui propose aujourd'hui cette innovation. Comment ça fonctionne ? Alors, il vous suffit en fait de vous mettre devant la glace, tout simplement, devant ce miroir. Il va capter en fait toutes les fréquences de lumière, toutes les fréquences. Les capteurs vont pouvoir capter en fait de l'infrarouge à l'ultraviolet. Alors, ce qui est intéressant, c'est que du coup, il va pouvoir vous dire si vous avez de la fièvre, parce que ces capteurs pourront capter votre température corporelle. Et là, une intelligence artificielle va l'analyser, se rendre compte qu'elle est trop élevée et vous dire que vous avez de la fièvre et que vous devriez aller voir un médecin. L'intérêt aussi, c'est de capter les ultraviolets parce que le miroir va pouvoir avec ça analyser notre peau. Et ça, c'est intéressant si on a les pores trop dilatés, si on a trop de sébum. Et puis même, il va pouvoir nous signaler aussi si on a trop de tartre sur les dents. Ça va jusque-là grâce à l'ultraviolet. Le miroir nous proposera donc de suivre l'évolution de notre santé, de la santé de notre peau. Il y a une fonction time-lapse et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que si on teste une nouvelle crème, un nouveau dentifrice, un nouveau traitement même médical pour la peau, on va pouvoir voir sur plusieurs jours, voire sur plusieurs semaines si ça a eu véritablement un effet sur nous. On va se voir vieillir en temps réel. On va aussi se voir vieillir, mais en bonne santé. Bon, alors dites-moi comment se présente l'interface. Alors, Barracoda a développé lui-même une plateforme, un logiciel qui s'appelle CareOS. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il va pouvoir accueillir des applications. Ça va être sous cette forme-là. Donc, on retrouvera aussi sur notre téléphone une interface mobile pour pouvoir gérer nos données, recevoir toutes les informations. Alors, il faut dire que Temis donne accès à tout un tas de fonctionnalités, mais cette application va donner accès à encore plus de fonctionnalités parce que d'autres sociétés pourront proposer leurs applications dans le
le domaine de la santé et du bien-être. On pourra nous proposer de faire du yoga du visage, on pourra nous proposer de repérer si on a un mélanome sur le visage. On pourra, voilà, on aura tout un tas d'applications qui vont venir s'ajouter à cette technologie. Et puis en plus, on pourra y connecter aussi des objets connectés, donc une balance par exemple, pour avoir encore plus de données sur notre santé. Ça veut dire qu'il faut installer une caméra dans sa salle de bain. C'est quand même pas anodin. Non, c'est vrai, c'est un endroit intime. Et alors ça, j'en ai discuté avec Barracoda qui en a bien conscience. Donc d'abord, très concrètement, on peut couper la caméra de ce petit miroir pour se sentir bien plus à l'aise avant d'aller prendre sa douche. Mais évidemment, elle n'est connectée à rien du tout. C'est-à-dire que la notion de protection de données est quand même très importante pour Barracoda. Donc tous les éléments de données de santé, en plus, vont être gardés sur un réseau local. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de data center qui va traiter nos données. Et en plus de ça, on pourra, nous, à tout moment, contrôler ce qu'on veut montrer ou pas. C'est-à-dire qu'on peut envoyer à notre médecin ou à notre dermatologue les informations qu'on aura eues grâce à ce miroir, mais il y aura toujours une autorisation à donner pour qu'en cas d'erreur, eh bien, personne ne s'approprie nos données. Et puis, dernier petit point, quand on se met devant le miroir, il y a une reconnaissance faciale. Donc, si c'est notre invité qui va dans la salle de bain pour se recoiffer, il n'aura pas accès à nos données. Très rapidement, un autre exemple d'application. Alors, ça peut être sympa pour les enfants, pour le brossage de dents, pardon. Ouais. Eh bien, il y aura des applications comme ça qui pourront rendre ludique ce rituel du soir, donner des récompenses, surveiller que le temps, les 3 minutes ont bien été respectées, que toutes les dents auront été lavées. Et on pourra même s'amuser à montrer ses dents pour vérifier si les dents ont poussé, où on en est. Voilà. Merci beaucoup, Cécilia Sévry. C'est l'heure du Lab Startup. Vous allez nous présenter 4 jeunes pousses innovantes. On change de plateau. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez apprécié, comme moi, ces nouvelles découvertes autour du CES 2021. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce grand événement. Ce sera le temps du débrief.